Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages en région et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Nous sommes au plus près de vous grâce à nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indés radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, la Convention citoyenne pour le climat débute aujourd'hui. 150 citoyens tirés au sort vont se réunir 6 fois d'ici le mois de janvier. On en parle avec le sénateur écologiste de l'Isère, Guillaume Gontard, il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Aurore Berger, la porte-parole de La République En Marche, interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Pascal Jalabert du groupe EBRA. Et puis toutes les semaines, vous le savez, nous nous rendons à votre rencontre. Cette semaine, vous l'avez vu, nous étions dans les Pyrénées-Atlantiques pour plusieurs reportages sur l'immigration. Notre journaliste Cécile Sixou viendra nous raconter ce qu'elle a vu. Et enfin, le Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Nous reviendrons sur l'incendie de Rouen. Nous serons à Rouen avec le rédacteur en chef de Paris-Normandie, Thierry Rabillet. Il nous fera un point sur la situation sur place. Mais avant cela, voici les autres informations de ce vendredi 4 octobre. 4 fonctionnaires de police tués hier après une attaque au couteau à la préfecture de police de Paris. L'assaillant a été abattu, il travaillait lui aussi à la préfecture de police. Il était converti à l'islam depuis 18 mois et ne présentait pas de difficultés comportementales, selon Christophe Castaner. Emmanuel Macron déplore un véritable drame. Emmanuel Macron, justement, qui a lancé la concertation citoyenne hier soir depuis Rodez. Il a débattu pendant plusieurs heures avec 500 Français. Notre système de retraite a beaucoup de force, mais il a créé des injustices, a-t-il dit. Le chef de l'État a prévenu, on ne va pas se mentir, il va falloir cotiser plus longtemps. Et puis un vote surprise hier à l'Assemblée nationale, un amendement de la majorité rendant automatique la reconnaissance en France de la filiation d'enfants conçus par GPA a été voté malgré l'avis défavorable du gouvernement. Les députés, les Républicains ont crié à la trahison. Le gouvernement a demandé une seconde délibération. Et on débute avec le sénateur du jour. Il est élu de l'Isère, est écologiste et rattaché au groupe communiste républicain, citoyen et écologiste. Bonjour, Guillaume Gontard. Merci d'être avec nous ce matin. Avant de parler longuement d'écologie, un mot sur ce qu'il s'est passé hier à la préfecture de police de Paris. 4 fonctionnaires tués, l'assaillant abattu. Il appartenait lui aussi à cette préfecture de police de Paris. Quelle est votre réaction face à ce drame ? C'est bien sûr dramatique. Moi, je veux m'associer à la douleur des proches des victimes, de leurs collègues. Pour l'instant, je dirais qu'on n'en sait pas plus, mais en tout cas, c'est un véritable drame. Emmanuel Macron qui s'est rendu sur place pendant 2 heures, c'est rare pour un président de la République, c'est un signal fort. Il me semble que c'était ce qu'il fallait faire face à un drame comme celui-ci, où j'imagine que l'ensemble des policiers doivent être effondrés, et un drame qu'on a vraiment du mal à comprendre. Autre actualité, Guillaume Gontard, bien sûr, c'est cet incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. Il a eu lieu il y a 8 jours, mais l'inquiétude reste toujours vive sur place. Les questions aussi. Qu'est-ce que le gouvernement aurait pu faire de plus, de mieux dans la gestion de cette crise ? Il me semble qu'il y a plusieurs choses. Il y a dans l'immédiat, c'est-à-dire... Je pense que nos concitoyens, dans des crises de ce type-là, veulent être informés, veulent savoir ce qui se passe tout de suite, rapidement. Je crois que quelqu'un disait, on ne veut pas être rassuré, on veut réellement savoir ce qui se passe. Et ça, je pense qu'il y a eu un temps de latence qui ne devrait pas dans des crises comme ça. Moi, je suis sur un territoire où on a des zones Céveso, et c'est vrai que la gestion de ces crises m'a un petit peu largement inquiété, parce que on a des zones de confinement, et je me suis dit, si on mettait autant de temps, s'il y avait un nuage toxique, comment on pourrait réagir plus vite. Mais donc, que dire quand on ne sait pas ? Parce qu'on a, à l'heure actuelle, même, on n'a toujours pas toutes les informations. On n'a pas toutes les informations, mais il me semble que, par exemple, la liste des produits, il me semble que c'est quelque chose qui devrait être direct, automatique, et on ne devrait pas attendre 2 jours pour les avoir. Il me semble que le protocole des analyses devrait aller beaucoup plus vite. Et puis surtout, sur la communication aussi du gouvernement, il me semble qu'on doit réagir autrement et qu'on doit maintenant aborder ces questions-là de manière totalement transparente. Alors le Premier ministre a appelé à cette transparence. Mais vous en doutez, il y a une commission d'enquête qui a été demandée par le Sénat. Je pense que c'est une très bonne chose pour qu'on puisse vraiment voir l'ensemble justement de ce processus suite à cette crise et voir les choses qu'on peut améliorer. Mais vous pensez que le gouvernement cache des choses ?
Je ne pense pas qu'il casse des choses. Je pense que c'est justement ce qui permettra de faire toute la transparence avec cette commission d'enquête. Moi, j'aimerais aller au-delà de ça parce que ça pose la question en fait de je dirais, la démocratie environnementale. Et c'est vrai que depuis un certain temps, on entend que les enquêtes environnementales, les enquêtes publiques, c'est embêtant, ça prend du temps, qu'on pourrait faire ça beaucoup plus simplement. Le gouvernement a proposé de supprimer sur certains cas les enquêtes publiques en les faisant par Internet. Alors qu'on devrait, au contraire, être dans une démarche où on associe beaucoup plus les citoyens dans ces prises de décision. Je rappelle qu'on a augmenté le nombre de produits chimiques dans cette usine. C'est une décision du préfet. Et qu'il n'y a pas eu d'enquête environnementale. Ça aussi, ça a été un recul. Et je proposerai, on est en train de travailler sur un colloque au mois de novembre, justement sur cette question de la démocratie environnementale, qui me paraît vraiment un sujet particulièrement important. Un colloque qui aura lieu ici au Sénat ? Qui aura lieu, bien sûr, ici au Sénat au mois de novembre. Sur la démocratie environnementale, avec, vous avez plus d'informations ou pas encore ? Notamment associé avec Delphine Batho, Corinne Lepage, pour vraiment se pencher sur cette question, sur la place des commissaires enquêteurs, et je dirais cette dérive qu'on prend petit à petit en faisant croire que ce sont ces enquêtes-là qui feraient perdre du temps, etc., alors qu'il me semble qu'elles sont clairement indispensables. On va parler d'un autre sujet qui concerne bien sûr l'écologie. C'est aujourd'hui que s'ouvre la Convention citoyenne sur le climat. 150 citoyens tirés au sort. Ils vont se réunir 6 fois d'ici janvier pendant plusieurs week-ends. Est-ce que pour vous, cette convention, elle est utile ? Utile, oui. Moi, je ne vais pas suite à ce qu'on vient de dire, je ne vais pas m'opposer au fait qu'on associe des citoyens, 150 citoyens, présidés par deux sommités, dont Laurence Toubiana. Est-ce que ce n'est pas reculer un peu plus les décisions ? Voilà. Sur le principe, bien sûr qu'on peut saluer. La question, elle est... Il me semble que les choses ont laissé, le constat il est fait, maintenant il faut agir. Et que j'ai l'impression que depuis que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, c'est reculade sur reculade. Alors on crée des commissions, on crée des comités, mais à un moment donné, il va quand même falloir passer à l'acte. Et on s'aperçoit que quand il s'agit de passer à l'acte, et on le voit sur les textes qui défilent, eh bien à chaque fois on trouve une bonne raison de ne pas le faire. Et encore un texte, le texte sur l'économie circulaire, où pour moi, même si c'était un bon texte, ou si on a eu des avancées, on reste au milieu du gué. Le gouvernement n'est pas allé assez loin sur ce texte ? Il me semble qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin et prendre des mesures bien sûr beaucoup plus fortes, dire à la mesure des enjeux. Donc voilà, et puis moi je me méfie aussi... C'était quoi aller plus loin par exemple sur l'économie circulaire ? Qu'est-ce que vous auriez aimé dans ce texte ? En fait, dire clairement qu'on souhaite sortir de cette économie du plastique. Alors que j'ai l'impression qu'au fond de ce texte, avec, on l'a repoussé, mais avec cette question du recyclage autour du plastique, on se campe dans une économie du plastique, à long terme, et qu'il faut réellement sortir de ça, mettre en œuvre ce qu'il faut pour ressortir de ça. Supprimer les emballages plastiques est quelque chose quand même de simple. Supprimer les emballages plastiques qu'on voit dans tous les magasins. Quand on voit que des légumes sont encore emballés dans du plastique alors qu'ils ont une protection naturelle, il me semblait que c'était quelque chose basique, simple. Non, ça c'est refusé, alors avec toujours plein de bonnes raisons qui sont données par le gouvernement. Alors qu'il me semble qu'on doit changer et que là on a des effets très concrets pour changer. On va continuer à parler d'écologie avec vous, Guillaume Gontard, puisqu'un débat avait lieu hier au Sénat. Comment adapter la France au changement climatique d'ici à 2050 ? C'était le thème de ce débat, on en parle avec Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Bonjour Ariane, bonjour Guillaume Gontard. Alors on le disait, il a été question hier dans l'hémicycle du Sénat de l'adaptation de la France au dérèglement climatique d'ici à 2050. Voilà, et très concrètement, il a été question de ces images que vous allez voir dans un instant. Les plages de Saint-Martin dévastées par l'ouragan Irma, c'était il y a 2 ans. Ou encore un autre moment fort dans l'hémicycle lorsqu'il a été également question des épisodes de canicule. Il y en a eu 2 cet été. Pourquoi est-ce que je vous montre ces images ? Eh bien parce qu'en fait, c'est la question posée par la délégation à la prospective. Comment vivrons-nous ? Comment sera organisée la France en 2050 lorsque la moyenne des températures aura augmenté de 2 degrés ? Il ne s'agit plus de dire qu'on va inverser la tendance sur cette hausse de la température. Tout le monde, y compris dans l'hémicycle, sur les bancs de la droite, reconnaît qu'il y a cette hausse des températures. Mais la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va s'organiser, comment est-ce qu'on vivra lorsque ces températures auront augmenté. Et d'après ce rapport, on est loin du compte. Écoutez l'un des 2 co-rapporteurs, Ronan Dantec, c'était hier dans l'hémicycle. Notre rapport n'est ni catastrophiste ni fataliste. Il est néanmoins sévère
sur les retards pris dans la mobilisation des acteurs publics et des filières économiques, au-delà, et je le souligne, de quelques grandes structures scientifiques qui, elles, sont engagées dans la réflexion et produisent déjà des préconisations précises. Voilà. Dans le rapport des sénateurs, il y a 18 propositions au total, des choses très concrètes. Je voulais vous montrer 3 de ces propositions. Il y a notamment la question de l'adaptation du bâti, que ce soit sur les inondations ou encore sur les épisodes de canicule, et aussi dans les territoires d'outre-mer sur ces ouragans qu'on a vus tout à l'heure. Il y a également la question de l'adaptation sur les politiques de l'eau, comment mieux récupérer l'eau, comment moins en dépenser, et enfin cette question d'un grand plan national d'adaptation de l'agriculture. Ça aussi, c'est très important car l'agriculture est extrêmement dépensière en termes d'eau. Les sénateurs ont insisté dans le rapport, et je voulais terminer là-dessus, il faut que toutes les strates de la société s'emparent du sujet pour que les pratiques puissent être adaptées. Et là encore, on est loin du compte. Merci beaucoup Quentin, on vous retrouve tout à l'heure. Guillaume Gontard, est-ce que la France est prête face à ce changement climatique, face à cette urgence climatique ? Ouais, non, je ne pense pas qu'on soit complètement prêt, qu'il y a beaucoup à faire. Je voyais ces images, moi, mon territoire, les Alpes, on ressent le changement climatique. En tout cas, le changement climatique est 2 fois plus rapide qu'ailleurs. La fonte des glaciers, elle est réelle, on la voit. Des pans de montagne qui s'écroulent. Et donc tout ça, c'est très concret, c'est sous nos yeux. Vous voyez les images, j'ai vu le lac d'Annecy cet été qui avait diminué de moitié. Donc tout ça, c'est concret. Et on a toujours une certaine inertie pour réagir. Vous expliquez comment cette inertie alors ? Je dirais que je me l'explique pas, puisqu'on a tout sous les yeux. Et c'est pas un problème de prise de conscience, parce que dans l'hémicycle, hier, on avait l'impression qu'il y avait un certain fatalisme. Pour vous, en 2050, il y aura des réchauffements climatiques, il y aura ces catastrophes, c'est acté. Je dirais, un peu ce qui m'inquiète. On est dans une assemblée, le Sénat, qui parle beaucoup de bon sens, de pragmatisme, de réalisme. Et je pense que là, justement, le bon sens, le pragmatisme, le réalisme, c'est d'agir. On a eu le rapport du GIEC qui, en gros, nous fait un constat, je dirais, assez dramatique, mais avec de l'espoir en face, avec des mesures très concrètes à prendre pour à la fois contrer ce changement climatique et également s'adapter. Il y a des mesures sur le logement. Moi, je suis intervenu hier sur la question du logement, très concrètement. Comment on fait pour à la fois utiliser des logements plus économes en énergie, pour faire en sorte qu'on puisse mettre des filières, parce qu'en plus, ce travail-là permet de créer de l'emploi non délocalisable sur nos territoires. Donc cette transition, elle peut clairement être heureuse, à condition qu'on s'y attache. Et il me semble qu'il y a un échelon qui est là, qui sont les villes, qui sont les collectivités, qui sont les métropoles, qui sont les comités de communes, qui peuvent réellement... qui sont des lieux de proximité. Et là, on est sur du changement d'habitude. Il va falloir qu'on change notre façon d'être, notre façon de vivre. C'est pas facile. C'est facile pour personne. Et cet accompagnement, il passe par de la proximité. Et il me semble qu'on doit donner les moyens, et c'est ce qui manque cruellement aujourd'hui, qu'on doit donner les moyens. Alors on pense souvent aux moyens financiers, mais il me semble qu'on doit donner les moyens en termes d'ingénierie, d'accompagnement aux collectivités pour pouvoir qu'elles puissent aborder ce problème et apporter des solutions de proximité. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, les collectivités, les élus locaux, les habitants aussi peut-être, sont plus en avance que les gouvernements et les États sur cette question de l'urgence climatique ? Bien sûr. On le voit, je veux dire, sur la question du plastique. Je reviens là-dessus, puisque ça a été toute la semaine sur cette question des déchets. J'avais déposé avec mon groupe un amendement qui était la fin du plastique en 2040. Je dirais que je me suis fait incendier alors qui était passé, d'ailleurs le gouvernement est revenu dessus très rapidement. Je me suis fait incendier sur les réseaux sociaux en disant mais 2040 vous êtes complètement fada. Voilà. Juste rappeler qu'on est dans l'opposition et qu'on essaye de faire avancer les choses avec les moyens qu'on a. Mais on voit que sur des choses très simples, bien sûr que les citoyens ils ne comprennent pas pourquoi très rapidement, tout de suite, on ne peut pas supprimer des emballages plastiques. Pourquoi on ne peut pas réorienter cette question et diminuer nos emballages sur des choses très, très concrètes. Donc bien sûr qu'on est en avance. Je pense que la plupart de nos concitoyens ont déjà fait cette révolution dans leur tête. Maintenant, il faut que le politique prennent les devants et puis agissent concrètement, parce que par contre la solution sera de toute façon politique. Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine ambiguïté d'Emmanuel Macron et du gouvernement sur cette question de l'écologie ? À la fois il se dit très écologiste, on le voit notamment à l'international, il parle de budget vert aussi en France, et vous nous dites les choses n'avancent pas. Est-ce qu'il y a une ambiguïté du président sur cette question ? Il me semble clairement, c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, depuis 2 ans, on a des très beaux discours,
je dirais que la plupart des discours, je pourrais adhérer, je pourrais être d'accord. Mais à chaque fois, on a eu l'épisode Nicolas Hulot qui est arrivé face à un mur et qui a bien vu qu'il ne pourrait pas changer les choses, que le poids du lobby était là, était très fort. On l'a vu encore, je reviens sur cette loi, sur ce fameux recyclage du plastique, qui en fait était une fameuse consigne sur le plastique, qui en fait était juste liée au recyclage, n'était pas la consigne telle qu'on l'imaginait. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le poids des lobbies qui ne veut pas sortir du plastique et qui veut continuer là-dessus. Et donc on a besoin d'avoir une affirmation très forte qu'on n'a pas. Alors on crée des comités, on repousse à plus tard, et il me semble qu'on n'en est plus là. Et le gouvernement pour vous est soumis au poids des lobbies sur cette question? En tout cas, on a quelques exemples qui montrent clairement, je ne parlerai pas du lobby de la chasse sur un texte récent sur la biodiversité, on voit que souvent ce sont les lobbies, et je dirais très souvent, qui ont le dernier mot. Le gouvernement qui s'est engagé à ce que les propositions qui émanent de cette convention sur l'écologie qui débute aujourd'hui, eh bien, elles soient soumises soit au vote du Parlement, soit à un référendum. Vous y croyez ? J'aimerais y croire, mais moi je me rappelle des états généraux de l'alimentation par exemple. Très belle initiative, on rassemble les acteurs de l'agriculture, les associations, etc. Il y a un gros travail qui est fait de la part des agriculteurs, de la part des syndicats agricoles. On a vu le résultat dans la loi Egalim. Avec des agriculteurs qui, je dirais, se sont fait tromper, on ne les a pas écoutés. Clairement, dans ces discussions autour de ces états généraux, la question du CETA, des traités de libre-échange, était clairement annoncée. Enfin, en tout cas, clairement, on voyait bien que ce n'était pas la bonne direction. Qu'est-ce que fait le gouvernement ? C'est de s'empresser à adhérer au Mercosur, à signer le CETA. Donc on voit bien qu'on peut faire participer les citoyens, mais à un moment donné, si c'est juste de l'affichage, ça ne fonctionne pas. Allez, on va passer à la revue de presse de votre département de l'Isère, Guillaume Gontard, et c'est avec Quentin Calmet qui va nous rejoindre. C'est à vous, Quentin. Oui. Bon. Quentin. Je suis là. Vous êtes là ? On va commencer par le Dauphiné libéré, Quentin ? Tout à fait, je voulais vous montrer la une du Dauphiné libéré avec ce sondage qui était très attendu à Grenoble. On voit le trio de tête pour l'élection municipale dans la métropole et Éric Piolle, le maire actuel de Grenoble, qui affiche un joli 32%. L'ancien maire Carignon, qui est déjà crédité de 20%, et la candidate de LREM à 18%. Ce sondage, il faut aussi en voir le détail dans les pages intérieures du Dauphiné libéré. Regardez, il y a d'autres facteurs qui sont intéressants. Ce sont notamment les autres listes de gauche. Il faudra surveiller ce que va faire la liste socialiste, qui est déjà créditée de 11%, alors qu'on ne connaît pas encore l'identité de la tête de liste. Également, à la gauche de la gauche, 7% pour cette liste qui reproche à Éric Piolle de ne pas être assez à gauche dans sa politique municipale. Mais donc, cette double page est très intéressante, notamment sur ce qui s'est passé en 2014. Était-ce le premier signe du dégagisme, ce score d'Éric Piolle aux dernières municipales? On va y revenir avec vous, Guillaume Gontard, mais d'abord, Quentin, place grenette.fr. Qu'est-ce que vous avez repéré? Place grenette.fr qui revient sur effectivement un sondage du département sur les mobilités en Isère. Et on le voit, et je ne vais pas vous surprendre, plus vous êtes dans une zone rurale, moins vous êtes satisfait de l'offre de transport. Ça, c'est pas très étonnant, mais ce qui est plus étonnant dans ce sondage, c'est qu'une majorité de maires du département n'est pas non plus satisfait de cette offre de transport. Ils ne sont que 43% à juger qu'elle est satisfaisante sur le territoire. Un sondage très intéressant à lire sur placegrenette.fr, avec notamment cette attente, cette impatience même de voir la région reprendre la compétence transport en Isère. Merci beaucoup, Quentin. Guillaume Gontard, Quentin parlait de ce sondage sur les municipales à Grenoble. Grenoble, c'est la seule grande ville détenue par les écologistes en France. On l'a vu, Éric Piolle, le maire actuel, est donné en tête. Vous pensez conserver cette ville en mars ? Bien sûr, et je pense qu'il y en aura d'autres de toute façon. Mais Grenoble, pour vous, c'est acté ? C'est jamais acté. Je veux dire, on a un sondage à 6 mois des élections qu'il faut prendre avec toutes les prudences. Moi, je suis pas un adepte des sondages. Quand même. Ce que je constate, c'est qu'il correspond à une réalité. Il y a une vraie dynamique autour d'Éric Piolle, de son équipe, de ce qui a été fait sur la ville, de cette transition, de ce changement qui s'est opéré depuis 2014, qui est un appel à travers ce sondage de continuer dans cette direction. Ce que je vois aussi, c'est que pour aller encore plus loin, pour aller encore plus fort avec Éric Piolle, il faut que l'ensemble des
listes de gauche, de ceux qui se reconnaissent dans la gauche, dans l'écologie, dans cette transition, se rassemblent autour d'Éric Piolle et de son équipe. Ça me paraît indispensable. Qui sont donnés à 11% dans le sondage à vous rejoindre? Il me semble que de toute façon, c'est clairement logique. Si les socialistes sont à gauche, s'ils ont une vraie affinité sur les questions écologistes, ils doivent se rassembler. Mais je dirais que pour moi, c'est une évidence. Dès le premier tour. Bien sûr. Est-ce que vous disiez vous allez en gagner d'autres des villes? Vous tablez sur combien de villes gagnées pour les écologistes dans ces municipales? Moi, je vais pas vous donner de chiffres. Je sais qu'il y a de toute façon une aspiration que les candidats écologistes à gauche, moi, je suis vraiment pour un rassemblement de toutes ces gauches et de l'écologie. C'est comme ça qu'on arrivera à faire avancer les choses. On l'a vu sur Grenoble, c'est ce qui s'est passé en 2014. Je suis issu, j'ai été élu sur une liste de rassemblement, de large rassemblement à gauche avec les écologistes. Le rassemblement, ça fonctionne quand on travaille sur un projet. Et je pense que toutes les villes qui montreront un projet de ce type-là, tournées vers la transition, seront gagnantes. Mais le rassemblement, pour vous, c'est uniquement à gauche. On se souvient qu'Yannick Jadot, il y a quelques semaines, avait dit qu'il n'excluait pas des alliances c'est avec clairement les maires de droite. autour d'un projet, autour d'orientation, autour de la transition sociale et écologiste. Donc c'est forcément à gauche. Un autre sujet qui vous concerne, Guillaume Gontard, c'est la gratuité dans les transports. Vous avez présenté la semaine dernière un rapport d'information sur la gratuité dans les transports. Vous tirez un premier bilan de ce qu'il se fait. Il y a une trentaine de communes ou d'intercommunalités qui ont mis en place cette gratuité. Est-ce que vous constatez qu'à l'épreuve des faits, c'est une bonne idée? C'est une bonne idée, et surtout ce qu'on a pu voir à travers ces 28, 29 communes ou collectivités qui ont mis en place la gratuité, c'est que ça fonctionne. On a l'exemple récent de Dunkerque, de Châteauroux, il y a eu Aubagne, dire que ça fonctionne dans les lieux où ça a été mis en place, alors qui sont plutôt des collectivités petites ou moyennes, avec quand même 120 000 habitants pour l'agglomération de Dunkerque. Il y a eu un vrai appel des transports qui étaient très peu utilisés, avec une augmentation de 50, 60, 80% de personnes qui montent dans les bus. Donc vous constatez qu'il y a des gens qui ont délaissé la voiture au profit des transports en commun? En tout cas, ça fonctionne. C'est-à-dire ça, c'est clair. Mais le fait que ça fonctionne, c'est qu'on ne peut pas l'appliquer partout de la même manière. Et dans les réseaux plus denses, plus complexes, où on a du tramway, on a du bus, si je prends l'exemple de l'Île-de-France, où on a des lignes qui sont totalement saturées. Si je prends l'exemple de la ligne 13, si vous l'avez déjà prise, il me semble que la priorité n'est pas à la gratuité, mais bien à augmenter l'offre, à développer des lignes alternatives pour désengorger. Donc la gratuité est un bel outil, fonctionne, mais il doit être utilisé en fonction des situations locales. Et surtout, ce qui est important et ce qu'on veut montrer dans ce rapport, c'est que ça doit être une démarche globale. Ce n'est pas la gratuité à elle seule qui fera une politique des transports, c'est une démarche globale sur l'aménagement du territoire qui pose la question aussi de la démobilité. Comment on fait pour moins se déplacer? Comment on fait pour que notre logement soit plus près de notre lieu de travail? Comment on fait qu'on ne soit pas obligé de faire 5 km pour aller à un centre commercial, mais avoir des commerces de proximité? Donc ça aussi, cette question sur la démobilité, c'est donc quelque chose une réflexion globale. Je crois que c'est le maire de Dunkerque qui disait, quand il a mis en place la gratuité, c'est la cerise sur le gâteau. Et donc c'est peut-être comme ça qu'il faut le prendre. Est-ce que c'est pas surtout une illusion de faire croire aux gens que les transports sont gratuits? Est-ce que certes vous ne payez pas le ticket, mais est-ce que ce ne sont pas vos impôts qui payent le transport? Mais bien sûr. Le titre du rapport, c'est la gratuité, oui, mais à quel prix? Et donc voilà, la question est bien là, c'est que bien sûr, il faut que ça soit financé, bien sûr, quelqu'un va le payer, et la question c'est de savoir si la mobilité, le fait de se déplacer, on le met au même titre que la santé, que l'éducation. Est-ce que c'est un droit universel et donc qui est payé par l'ensemble de la collectivité? Donc là, il y a une vraie réflexion, un vrai choix politique à avoir, et bien sûr que c'est une vraie question. La gratuité, pardon. Donc je reviens. La question est bien ici, de savoir si c'est quelque chose d'universel. Et je prendrai le parallèle avec la route. Quand on prend sa voiture, quand on utilise la route, quand on utilise les voiries, quand on utilise l'espace public, c'est ouvert à tout le monde. On ne le paye pas. Il est payé par l'ensemble. Et actuellement, 17 milliards sont mis sur la route pour l'entretien et qui sont payés par tout le monde, c'est moins que
On met beaucoup moins sur la question des transports et des transports en commun. Puisqu'on parle de transport et d'aménagement du territoire, il y a un rapport sénatorial sur les transports aériens et l'aménagement du territoire qui a été rendu hier. L'avion, c'est pas très à la mode en ce moment, notamment chez les écologistes. Ça consomme, ça fait des émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, les sénateurs disent oui, mais dans certains territoires, dans certaines zones enclavées, l'avion, c'est indispensable. Qu'est-ce que vous dites ? Déjà, je pense qu'il faut, bien sûr, que c'est pas, on va supprimer l'avion et les choses ne se posent pas comme ça. Il y a des territoires, effectivement, qui sont fortement enclavés, qui n'ont comme seul moyen de déplacement l'avion. C'est sûr que quand on met 1 heure ou 2 heures pour aller d'un point à un autre en avion et qu'on met 6 ou 8 heures en train ou avec d'autres moyens de transport, bien sûr que là, on a un moyen de désenclavement. Sauf que ce que je constate, c'est que sur le territoire, c'est loin d'être le cas partout. Et que le train, notamment, permet d'aller bien plus vite d'un endroit à un autre, et sauf que on ne favorise pas ce moyen de transport. Et je pense que c'est là où il faut agir. On a encore, j'ai un aéroport sur mon territoire, qui est, je dirais, à côté de Grenoble, même plutôt proche de Lyon, qui fonctionne grâce à des subventions, et de larges subventions des collectivités, de l'argent public. Et donc on peut se poser la question de l'utilité réelle d'un tel équipement par rapport au train, et notamment en matière environnementale, en matière de rejet de gaz à effet de serre. Donc là, il y a une vraie question, et je pense que c'est toujours une question de priorité et encore une fois de pragmatisme. Merci beaucoup. Merci. Guillaume Gontard d'avoir été avec nous ce matin. On l'a vu, les sujets étaient nombreux. Merci d'être venu. Dans moins de 3 minutes, maintenant, c'est l'heure de l'invité politique. Aujourd'hui, c'est Aurore Berger, députée des Yvelines, porte-parole de La République En Marche. Nous parlerons notamment de l'incendie de Rouen, de la concertation citoyenne sur la réforme des retraites ou encore du débat sur la PMA qui a lieu en ce moment même à l'Assemblée nationale. Mais d'abord, on va regarder ensemble un extrait d'Europe Hebdo. C'est l'émission des chaînes parlementaires sur les grandes questions européennes. Et cette semaine, eh bien, il était justement question de PMA au moment, je vous le disais, où l'Assemblée examine ce texte. On regarde. Voilà, question simple. Vous seriez député à l'Assemblée nationale. Vous votez pour ou contre l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Fabienne Keller. Je vote pour. Après y avoir beaucoup réfléchi, bien sûr. Et je voudrais en cet instant me réjouir que les débats à l'Assemblée aient été apaisés. C'est ma collègue Agnès Firmin-Lebaudot qui est Agir comme moi, membre du même mouvement, qui a présidé les débats. Et je pense que c'est l'honneur d'un pays de pouvoir avoir un débat respectueux de l'opinion de chacun. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup hésité. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup écouté, parce que je pense que c'est une décision importante et j'y suis favorable. Karima Delli. Moi, j'y suis pour. Parce que c'est une question d'égalité des droits, que la France a trop traîné. Il y avait déjà 11 pays européens. En Belgique, ça existe depuis 10 ans, donc il était temps encore de faire ce saut. Mais encore faut-il que, justement, la société soit comprise. Et on voit que sur ces questions sociétales, la société est en avance sur le politique. Et ben voilà, en moins un, c'est fait. Manuel Bompard, vous êtes pour également, au nom d'un principe d'égalité. C'est une discussion philosophique, c'est toujours, ça suscite toujours des discussions qui sont enflammées dans notre pays, et je trouve ça bien. Mais je pense que, d'un point de vue principiel, il me semble que le droit de la filiation, ce qu'on appelle la filiation, c'est quelque chose de social et pas quelque chose de biologique. Et donc, à partir de ce moment-là, je crois que c'est une mesure qui va dans le bon sens. Pourquoi est-ce qu'en France, dès que l'on touche à ces sujets sociétaux, le mariage pour tous, la fin de vie, la PMA, c'est toujours houleux? Alors, moi, je me suis réjouie que ce débat sur la PMA soit respectueux. Pour l'instant, j'espère qu'il le sera jusqu'au bout. J'étais sénatrice au moment du débat sur le mariage pour tous. C'était pas bien. C'était vraiment un moment d'immense violence entre deux partisans, comme si quelqu'un avait raison et l'autre avait tort. Non, c'est des convictions différentes. Ce débat a trop traîné, alors qu'au Royaume-Uni, peu après, il y a eu un débat très respectueux à nouveau, mais en une semaine, voilà, où chacun donne son avis. Après, comme en France, le comité d'éthique. Donc j'espère
que les manifestations qui sont prévues en France dimanche ne vont pas réouvrir un clivage. La France n'a pas besoin de clivage, elle a besoin d'écoute et de respect. Parce que c'est une question philosophique assez profonde et que pour la contourner, il faut mettre le débat à la hauteur nécessaire. J'espère que c'est ce qui sera fait dans les prochaines semaines. Vous vous réjouissez que ce soit plus apaisé, Karima Delli? C'est plus apaisé et il faut avancer. Le 21e siècle, c'est aussi le partage des droits et l'égalité. C'est ça qui nous anime tous. Ça ne doit pas être reculé, c'est avancer pour plus de droits. Et notre invité politique ce matin, c'est Aurore Berger. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée des Yvelines, porte-parole de La République En Marche. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée ce matin par Pascal Jalabert. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de la rédaction nationale des quotidiens du groupe EBRA. Ce sont les journaux régionaux de l'Est de la France. Avant de vous entendre, Aurore Berger, on va faire un point sur les dernières informations concernant l'attaque au couteau qui a eu lieu hier à la préfecture de police de Paris, faisant 4 tués. Parmi les fonctionnaires de police, on fait le point avec Samia Decher. L'auteur de l'attaque habitait 7 immeubles de Gonesse, dans le Val d'Oise. Son épouse a été placée en garde à vue et leur domicile perquisitionné hier. Les enquêteurs tentent de comprendre les motivations de cet homme de 45 ans. Informaticien à la préfecture de police de Paris, il a tué hier 4 de ses collègues armés d'un couteau sur son lieu de travail. Avant d'être abattu, il a aussi grièvement blessé un autre de ses collègues, toujours en urgence absolue. Sous le choc, les employés de la préfecture ont reçu hier la visite d'Emmanuel Macron et celle du ministre de l'Intérieur. Cet homme était connu dans le service, au service informatique, travaillait avec ses collègues de travail, n'a jamais présenté de difficultés comportementales, n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte. Le parquet antiterroriste n'a pas été saisi. C'est une enquête pour homicide volontaire qui a été ouverte, car toutes les pistes sont envisagées pour expliquer ce geste, y compris celle d'un conflit personnel. Aurore Berger, avant de parler des éventuelles informations que vous pourriez avoir, quelle est votre réaction face à ce drame ? Déjà une solidarité absolue avec le personnel de la préfecture de police de Paris, avec l'ensemble des fonctionnaires qui sont touchés par le drame qui s'est produit. Je pense en particulier évidemment aux policiers. Je pense que la France est extrêmement solidaire et l'a démontré. On a fait une minute de silence évidemment immédiatement à l'Assemblée nationale et je pense que c'est important de pouvoir réaffirmer la solidarité des Français et celle évidemment du Parlement à leur égard. Est-ce que vous avez d'autres informations dont vous disposez peut-être ? Non, il y a une enquête de toute façon qui est en cours, donc moi il ne m'appartient absolument pas de la commenter. Il faut se garder aussi justement des interprétations un peu hâtives qui pourraient être faites. Il faut que l'enquête puisse déterminer, c'est ce que vous avez rappelé dans le sujet, toutes les pistes, toutes vont être examinées, donc il n'y a rien qui est mis sous le tapis. C'est-à-dire que la piste de l'acte terroriste n'est pas exclue alors de fait, si tout est envisagé, ça veut bien dire que rien n'est refermé. Par contre, vous savez bien que maintenant, à chaque fois qu'on a une information, on a 10 fausses informations qui circulent, surtout quand on a un drame de cette nature. Et il faut être extrêmement vigilant par rapport au risque de désinformation sur des sujets qui sont aussi sensibles et qui peuvent du coup créer un certain nombre de réactions. Oui, alors même si factuellement ça n'a pas de lien, mais on est dans une période où les policiers, 52 suicides, 20 000 manifestants avant-hier, les policiers ressentent un malaise et l'expriment jusque dans la rue. Donc vous craignez pas que ce fait divers rajoute quelque chose? Et est-ce que les mesures prises, 1400 postes en plus, sont à la hauteur de ce qu'ils attendent? Et moi, je comprends et je pense que les Français comprennent le mal-être des policiers, le mal-être des forces de l'ordre. Ils ont été en plus que sollicités la dernière année. Ils nous l'ont dit, nous ont alertés sur le terrain, sur ces sollicitations qui étaient de plus en plus fortes, sur les mobilisations qui ont changé de nature et qui sont de plus en plus violentes, y compris à leur égard. Finalement, ils ont l'impression que ce qui s'était passé après les attentats, où les policiers étaient applaudis par la population, paraît extraordinairement lointain. Et que cette solidarité, ce soutien de la population, parfois, il fait un peu défaut. Ce qui est certain, c'est que nous, on va à nouveau voter un budget où on augmente le nombre de forces de l'ordre, donc de manière constante, année après année, on réaugmente le nombre de policiers et de forces de l'ordre sur le terrain, on réaugmente aussi des moyens parce qu'on voit bien que dans certaines gendarmeries ou dans certains commissariats, il y avait des manques cruels de moyens sur l'immobilier, sur les véhicules, et donc il faut continuer à augmenter les moyens pour qu'ils puissent travailler de manière décente. Est-ce que c'est suffisant? Il y a une augmentation, on le précise, dans le budget 2020 de 5,3% de ce budget. Est-ce que c'est suffisant pour répondre à ce malaise des policiers?
On a des arbitrages qui sont à rendre. On a à la fois les Français qui nous disent on veut avoir une baisse de la dépense publique, on veut avoir une réduction aussi de la fiscalité, et on fait des choix. Et le fait qu'il y ait plus de 5% d'augmentation du budget, ça montre qu'il y a quand même un choix très clair qui est fait de la part du gouvernement et de cette majorité pour mettre les moyens nécessaires là où ils sont utiles et là où ils sont demandés avec légitimité. Donc clairement, on va continuer à augmenter ce budget année après année. Puisque hier soir, le président parlait des retraites, les policiers s'inquiètent aussi parce qu'ils ont un régime spécial, rappelons-le, qui permet de partir plus tôt à condition d'avoir un certain nombre d'années dites d'actives, c'est-à-dire sur le terrain. Vous êtes favorable à maintenir ces spécificités pour ces professions très exposées au risque? Alors, le ministre de l'Intérieur s'était rendu d'ailleurs dans les Yvelines sur ce sujet-là, où il avait vu à la fois les gendarmes et les policiers par rapport à leurs inquiétudes sur la transformation du système de retraite. On a toujours dit qu'à la fois il fallait qu'on ait un système qui soit beaucoup plus lisible pour les Français, beaucoup plus juste aussi. C'est-à-dire, à un moment, il n'y a pas de raison qu'un euro cotisé, ça ne vale pas la même chose pour chacun en fonction des typologies de métiers ou de statuts. Et on a dit aussi qu'en fonction de l'exposition au risque, en fonction de la pénibilité des métiers, évidemment, ces spécificités-là, elles devaient être prises en compte. Et il n'y a aucune raison qu'elles ne le soient pas. Vous n'avez pas le même type de risque quand vous êtes député et quand vous êtes policier. Et donc c'est normal que ce soit pris en compte à la fin dans l'examen de votre carrière. Et donc je pense qu'on va pouvoir continuer à travailler sur cette piste. Allez, puisque Pascal parlait des retraites, on va parler de la concertation citoyenne sur cette réforme des retraites qu'Emmanuel Macron a donc lancée hier soir à Rodez. Il y a un vrai besoin de pédagogie sur cette réforme? Déjà, il y a un vrai besoin même de pédagogie sur ce qui existe aujourd'hui, où finalement on est dans un régime par répartition, mais souvent les Français, ils mélangent peut-être un peu les sujets, ont l'impression qu'on est presque un régime par capitalisation. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu « j'ai cotisé ». Donc j'ai droit à... Alors qu'en fait, on cotise jamais pour soi-même, on cotise bien pour les autres dans un régime qui est un régime de solidarité entre les générations. Donc il y a aussi aujourd'hui, je pense, beaucoup de confusion sur l'existant. Mais ce qui est normal, parce qu'on le dit justement depuis 2 ans, c'est un système qui est complètement illisible. C'est complètement illisible, par exemple, que même en ayant gagné la même chose, que 2 Français qui ont gagné la même chose tout au long de leur vie, mais s'ils ont travaillé l'un dans le public et l'autre dans le privé, n'ont pas le même niveau de retraite au moment où ils y arrivent. C'est un système qui est profondément injuste pour les femmes, où l'écart de salaire et de rémunération qui a duré tout au long de notre vie déjà, est encore accentué au moment de la retraite parce qu'on a eu des carrières qui sont souvent interrompues. Donc tout ça doit être mis à plat et ces 42 régimes de retraite aujourd'hui doivent être demain dans un régime qui est un régime universel. Mais est-ce que vous pensez que la pédagogie, le grand débat, va éviter la contestation sur cette réforme? On le voit, la contestation, elle commence déjà alors que vous n'avez pas présenté de texte. Alors, à chaque fois qu'on parle d'une question de réforme des retraites, il y a toujours des inquiétudes. Déjà, il y a des inquiétudes qui s'expriment pour ceux qui sont aujourd'hui à la retraite. Donc, il faut le dire, la transformation du système de retraite ne concerne pas ceux qui sont aujourd'hui à la retraite. Il y a une inquiétude aussi pour ceux qui sont proches d'atteindre leur retraite. Pareil, on sait que ceux qui sont à moins de 5 ans de pouvoir prendre leur retraite ne sont pas concernés. Donc déjà, il y a des personnes qu'il faut rassurer, parce que l'idée, ce n'est pas de déstabiliser ceux qui sont proches de la retraite ou ceux qui y sont déjà. Et puis après, on a en effet 42 régimes différents. Et donc, il va falloir qu'on arrive à unifier ces 42 régimes sans provoquer de risque de perdants dans la réforme. Et donc, c'est tout ça qu'il faut engager dans la concertation avec les Français. Moi, je trouve que c'est utile que non seulement on ait un temps de concertation avec les partenaires sociaux, puisque c'est eux qui sont quand même aussi pour l'instant en gestion de ce système, mais qu'on puisse avoir ce temps de concertation avec les Français pour les entendre. Je pense que ce que le président a commencé à engager, c'est ce qu'il faut qu'on engage, nous, sur l'ensemble des territoires. Oui, vous avez parlé de lisibilité, de transparence. Alors hier, le président a parlé de calculateur, c'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, les Français pourront savoir quel sera leur niveau de retraite dans le nouveau système et le comparer avec le système actuel? Parce que si on fait une équation toute simple, calculer sur 25 ans pour les salariés du privé et calculer sur 42 ans, on est perdant parce que souvent, le début de carrière, on gagne moins qu'à la fin. Donc, est-ce que ça, vous pouvez le garantir que ça existera? C'est ce qu'on a promis. C'est ce que Jean-Paul Delevoye a redit. Donc c'est un engagement qui a été pris de manière très claire. Et il faut que ça puisse être fait au moment aussi où la réforme, elle sera construite. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on parle encore de choses qui sont des hypothèses. Donc au regard de ces hypothèses, il peut y avoir beaucoup de situations différentes demain. Donc il faut, à partir du moment où la transformation, elle sera acquise et où on pourra présenter le projet de loi aux Français, qu'ils puissent savoir très clairement
ce qui se passera pour eux, en fonction de à quel âge j'entre dans le nouveau système ou pas, combien de temps j'ai travaillé dans le privé, dans le public, combien j'ai gagné, etc. Et encore une fois, l'idée, c'est vraiment de se dire que les métiers ont évolué et que par rapport à ce qui existait et au moment où ces régimes ont prévalu, ça a considérablement changé parce qu'on ne travaille plus, on n'a pas le même métier tout au long de la vie, on n'a pas le même statut tout au long de la vie. Et il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à l'unifier. Il y a aussi un certain nombre de régimes qui aujourd'hui sont largement déficitaires, on le sait, et c'est l'État qui vient en soutien de ces régimes, c'est la solidarité nationale qui vient en soutien de ces régimes. Il y a des régimes qui aujourd'hui peuvent être excédentaires, mais qui, parce que la nature des métiers va continuer à changer, évoluer, ne le seront peut-être plus dans 10 ans ou dans 15 ans, et c'est bien l'idée, c'est qu'on puisse préparer l'avenir. Donc il y a énormément de facteurs. C'est la première fois en fait qu'on fait non pas une réforme, mais qu'on transforme le système. Donc on n'est pas là pour jouer sur un des paramètres et dire on va ici augmenter la durée de cotisation, on va ici repousser de 6 mois, 1 an l'âge légal. Quand même, Aurore Berger. Hier, Emmanuel Macron l'a dit à Rodez, on ne va pas se mentir, il va falloir cotiser plus longtemps. Est-ce que vous assumez clairement de dire oui, il va falloir travailler plus longtemps, oui, il va falloir partir plus tard à la retraite ? Mais oui, parce que ce serait un mensonge fait aux Français que de ne pas assumer de leur dire qu'avec une durée de la vie qui progresse, on sera en capacité de travailler moins longtemps. On a aujourd'hui de moins en moins d'actifs par rapport à notre niveau de retraités. C'est aussi une question simple de démographie. Au moment où ces régimes ont existé, on avait, par exemple en 1960, 4 actifs pour un retraité. Donc on n'avait pas de difficulté à pouvoir financer ce système. Aujourd'hui, c'est progressivement en train de changer de manière assez radicale. Et donc, face à la fois à cette nécessité de garder une solidarité entre les générations, parce que je pense que les Français y sont extrêmement attachés, c'est-à-dire que les actifs continuent à cotiser pour ceux qui sont aujourd'hui à la retraite et leur permettent d'avoir une retraite digne, il faut assumer un discours de vérité sur le fait qu'on va pouvoir travailler plus longtemps. Et d'ailleurs, c'est quelque part déjà le cas, puisqu'on a aujourd'hui un âge légal de départ à la retraite qui est fixé à 62 ans et qu'il restera. Et on sait qu'en moyenne, les Français partent plutôt vers 63 ans, voire un petit peu après. Oui, dans le privé. Pourquoi ne pas dire clairement on va toucher à l'âge de départ à la retraite ? Parce que c'est un engagement clair qu'on avait pris pendant la présidentielle de dire il y a un âge légal de départ à la retraite qui est 62 ans et on tient à ce qu'il reste à 62 ans. Mais et pourquoi, après, si on de va toute façon, avoir il va des falloir travailler systèmes plus longtemps ? Mais parce que ça va être aussi une liberté qu'on donne aux Français de dire, en fonction des systèmes de décote et de surcote, c'est vous qui allez aussi pouvoir faire le choix. De la même manière qu'aujourd'hui, vous pouvez déjà faire un choix qui est de prendre votre retraite tout en continuant à travailler et donc à avoir une rémunération qui est plus forte. Le président a quand même dit hier, si le Conseil d'orientation des retraites nous dit qu'il y a un déficit de 8, de 10 milliards, il faudra le combler. Donc il faudra travailler plus longtemps. Donc c'est l'ampleur du déficit budgétaire qui va un peu guider la réforme et la durée de cotisation. Mais en tout cas, moi je réaffirme ce matin, parce que c'est l'engagement qu'on a pris, qu'a rappelé le président de la République, l'âge légal c'est 62 ans. Et on maintiendra cet âge légal à 62 ans. Et l'âge pivot, le fameux âge de la décote et la surcote. Et après, la question c'est, en effet, quelle est la décote, quelle est la surcote, comment ça va être calculé ? Parce qu'il faut qu'il y ait une incitation à pouvoir travailler plus longtemps, qu'il y ait un intérêt à pouvoir travailler plus longtemps. Il y a des professions où c'est plus facile que d'autres. C'est la discussion qu'on avait juste avant sur la question des policiers. C'est pas la même chose quand vous êtes exposé au risque, quel qu'il soit d'ailleurs, quand vous êtes exposé à la pénibilité et quand vous l'êtes moins. Donc, il y a énormément de paramètres à prendre en compte, mais ce qui est important, c'est que pour la première fois, justement, ce n'est pas une réforme paramétrique. C'est vraiment un changement de système qu'on veut générer et qui nécessite, à mon avis, du temps, parce que pour la première fois, justement, on n'est pas dans l'urgence d'avoir à réformer. Ce n'est pas dans les 6 mois qu'on doit le faire, sinon on se met en risque. Et donc, comme on a le temps, on le prend. On le prend avec les partenaires sociaux, on le prend avec les Français pour faire la pédagogie que vous évoquiez, mais aussi pour construire avec eux la réforme qui va les concerner et qui ne va pas les concerner juste pour les 5 prochaines années, mais qui va les concerner pour les 40 prochaines années. Allez, on va passer à un autre sujet. Aurore Berger, Rouen, l'incendie à l'usine Lubrizol a eu lieu il y a maintenant 8 jours, mais l'inquiétude reste très vive sur place. Est-ce que le président de la République, Emmanuel Macron, doit se rendre sur place ? On a le Premier ministre s'y est rendu, la ministre de la Santé, la ministre de l'Écologie, le ministre de l'Intérieur. Donc, l'État est particulièrement présent à Rouen. Il y a surtout aujourd'hui des études, des prélèvements qui sont faits et une transparence qui sera garantie aux Français. Donc pas Emmanuel Macron. C'est le président de la République qui arbitrera sur est-ce qu'il est utile et légitime qu'il puisse y aller. Et ce qui est certain, c'est qu'on a clairement pris la mesure de ce qui s'était passé, la mesure aussi des inquiétudes qui pouvaient s'exprimer, qui sont légitimes. Parce que c'est un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui inquiète de par sa nature. Et donc, il faut aussi qu'on puisse, face à ça, avoir
toutes les expertises, elles ont été demandées, elles sont en cours, et toute la transparence sur les résultats qui seront portés, et qu'on essaye, dans la mesure du possible, d'éviter aussi la propagation, là encore, de fausses informations qui, dès le jour même, ont pullulé. Et moi, j'étais à l'Assemblée nationale mardi quand un député, François Ruffin, pour ne pas le nommer, a posé une question qui était clairement complotiste, accusant le gouvernement d'avoir des résultats qu'il refusait de donner. Donc à un moment, on est un État démocratique, on est un État républicain, et l'État ne ment pas à la population. L'État ne cache rien à la population et dira tout, à la fois sur ce qui s'est passé, sur les résultats, sur les prélèvements, et on ne prend aucun risque pour la population sur place. Faut-il une enquête parlementaire ? On a demandé une mission d'information, donc elle va être ouverte. La mission d'information présente l'avantage aussi d'avoir tous les groupes politiques qui sont représentés, de pouvoir avoir toutes les auditions. Ça va pouvoir aussi être rendu public sur toutes les personnes qui seront auditionnées dans le cadre de cette mission d'information. Moi, je pense que c'est bien que l'Assemblée nationale s'en soit saisie. Il y aura une commission d'enquête au Sénat, commission d'enquête parlementaire, a priori au Sénat. Est-ce que vous la redoutez ou pas? Non, moi, encore une fois, là, les assemblées sont complètement légitimes pour demander ou non une commission d'enquête. C'est les groupes politiques, chacun a une forme de droit de tirage sur les commissions d'enquête. Je crois que même à l'Assemblée, finalement, les groupes d'opposition n'ont pas souhaité utiliser cette forme-là. On utilise la forme de la mission d'information. Ce qui est important, c'est aussi de montrer justement aux citoyens que ceux qui les représentent, ou ceux qui représentent les territoires, se sont saisis du sujet et qu'ils permettront aussi d'avoir la lumière la plus claire et nette sur ce qui s'est passé. Il faut que les ministres soient auditionnés. Elisabeth Borne a déjà été auditionnée à l'Assemblée nationale, et évidemment dans la mission d'information, je pense que les ministres seront à nouveau concernés, seront à nouveau auditionnés. Le préfet, j'imagine, sera auditionné. Et puis, encore une fois, l'entreprise et puis tous ceux qui ont des informations à délivrer sur le sujet. On va passer à ce qui s'est passé cette nuit. À l'Assemblée nationale, vous examinez en ce moment même les lois bioéthiques. Et à la surprise générale, un amendement de la majorité rendant automatique la reconnaissance en France de la filiation d'enfants conçus par GPA a été voté contre l'avis du gouvernement, je le précise. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce n'est pas un amendement de la majorité, il a été présenté par un député de la majorité, mais pas par notre groupe. Je pense que c'est quand même important de le préciser. Mais présenté par un député de la République. Oui, non, mais tout à fait. Mais je veux dire, ce n'est pas notre groupe qui a souhaité porter cet amendement, et notre groupe, même plutôt, a voté contre cet amendement. Mais vraisemblablement, ce qui s'est passé, c'est que déjà, il faut le dire les choses, on n'était pas suffisamment nombreux hier soir. Voilà, il ne faut pas se mentir, on était 30. Donc on n'était pas suffisamment nombreux, ni de la majorité, ni de l'opposition, sur un sujet aussi important. Et puis, à une voix près, on a cet amendement qui a été adopté. Et de manière à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la position du gouvernement, sur la position de la majorité, sur la question de la GPA, nous avons demandé avec le gouvernement, ce qui arrive dans certains cas, qu'il y ait une deuxième délibération. C'est-à-dire qu'à la fin de l'examen du texte, on va revoter spécifiquement sur l'amendement qui a été adopté. Parce qu'il faut le redire clairement aux Français, la GPA n'est pas dans le projet de loi bioéthique. Elle n'est pas non plus un projet caché ni du gouvernement ni de la majorité. Et du coup, avec ce deuxième vote qui va pouvoir avoir lieu, on va pouvoir clarifier les choses et repousser cet amendement. Oui, vous craignez que cet amendement sur la grossesse pour autrui remobilise ceux qui vont être dans la rue dimanche pour s'opposer au texte dans sa globalité ? C'est pas une question de mobilisation. Il y a des Français qui vont manifester, défiler dimanche, et c'est leur liberté de le faire. Depuis le début de l'examen de ce texte, contrairement à ce qui s'était passé en 2013, on a toujours dit qu'on n'était pas un camp contre un autre. Il n'y avait pas ceux qui avaient raison et ceux qui avaient tort. Il y a des gens qui portent des convictions. Nous, notre conviction, c'est qu'il est légitime que la PMA puisse être ouverte à toutes les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, quel que soit leur statut matrimonial. Et c'est ce qu'on a voté. Par contre, on a aussi dit qu'une loi de bioéthique était une loi qui posait aussi des interdits. C'est-à-dire on considère qu'il y a des choses qui, au regard de nos normes éthiques, ne doivent pas exister dans notre pays. Et c'est le cas de la gestation pour autrui. On considère qu'elle ne doit pas exister dans notre pays. Et donc, à partir du moment où cet amendement peut laisser entendre un doute en fait sur nos intentions, on a demandé immédiatement à ce qu'un deuxième vote puisse avoir lieu. D'autre part, sur la question de la filiation, puisque c'était ça l'enjeu de l'amendement hier, ce n'était pas la reconnaissance de la GPA en France, c'était de dire de fait il y a des enfants qui sont nés de GPA à l'étranger avec des parents français, donc comment on fait ? Et on a dit sur le sujet qu'on souhaitait qu'il y ait une circulaire de la garde des Sceaux qui va être prise dans les prochaines semaines de manière à clarifier la situation. Mais ce qu'on ne souhaite pas, c'est justement l'amendement qui a été adopté, donc c'est pour ça qu'on veut revenir dessus, parce qu'on ne veut pas une transcription automatique. Voilà, parce que la transcription automatique, ça voudrait dire quelque part qu'on efface l'acte. C'est comme s'il n'y avait jamais eu de GPA. Comme si cette femme qui a porté un enfant pendant 9 mois n'avait jamais existé. Or, elle a existé.
Et c'est important que ça reste quelque part. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne souhaite pas cette transcription automatique. Aurore Bergé, pour finir sur ce sujet, on ne pouvait pas ne pas vous parler de cette phrase que vous avez prononcée dans l'hémicycle pendant les débats et qui, justement, a beaucoup fait parler. On va juste la réécouter avant de vous entendre là-dessus. Et nous répondons oui à l'égalité, je pense que c'est important, sans rien altérer, mes chers collègues, sans rien altérer du droit existant pour les parents hétérosexuels. Et excusez-moi de vous le dire, parce que je vous sentais inquiet sur le sujet, ni dans ce projet de loi, ni ici, ni aujourd'hui, ni demain, nous n'empêcherons de quelconque parent hétérosexuel de vouloir concevoir un enfant de manière charnelle. Personne ne l'empêchera. Personne n'empêchera des couples hétérosexuels de créer des familles de manière charnelle. Nous permettons juste à plus de Français de créer des familles et nous permettons à plus d'enfants de voir leur filiation être sécurisée. Alors, Aurore Bergé, qu'est-ce que vous avez voulu dire ? Mais de manière très claire, c'est-à-dire que ça faisait des heures qu'on discutait sur la question de la filiation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ouvre la PMA pour toutes, ça a des conséquences en matière de filiation pour être sûr que les enfants qui en sont issus sont sécurisés comme tous les autres enfants, qu'il n'y ait pas de distinction en fonction de la manière avec laquelle les enfants ont été conçus. Et c'est vrai que certains collègues, par leurs propos, donnaient le sentiment qu'on allait détruire les familles hétérosexuelles, qu'on reniait le fait que des familles hétérosexuelles puissent avoir des enfants de manière charnelle. Donc c'était un peu ironique de ma part. Parfois, malheureusement, sur les réseaux sociaux, on est beaucoup dans le premier degré. On ne remet pas forcément en contexte. Donc, ça me permet du coup de clarifier. Je n'ai jamais eu l'intention de dire, évidemment, qu'il fallait que les couples hétérosexuels arrêtent de concevoir les enfants de manière charnelle. C'est juste qu'à un moment, on ne peut pas non plus laisser tout dire. Et on ne peut pas accepter d'entendre pendant des heures par certains parlementaires que nous allons détruire les familles hétérosexuelles. On ne détruit rien, on n'altère rien, on n'enlève rien. On ajoute des droits nouveaux à des femmes sur une technique médicale qui est déjà existante dans notre pays. C'est uniquement ça qu'on fait dans ce projet-là. Eh bien, au moins, c'est précisé. Oui, alors dans les projets de loi qui vont arriver, il y a la loi sur l'audiovisuel, vous avez travaillé dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut en attendre en termes de financement et en termes d'exigence de la part du gouvernement ? Alors, le projet de loi, il va être présenté aujourd'hui, transmis aujourd'hui au CSA notamment qui va l'examiner, puis ensuite au Conseil d'État. Et nous, on l'examinera vraisemblablement début février à l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs choses dans ce projet de loi. Déjà, comment on arrive à garantir des sources de financement pour la création française. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse avoir des chaînes de télévision suffisamment puissantes pour continuer à financer la création, la fiction. On a des nouveaux entrants qui sont bien connus des Français aujourd'hui, mais qui ne participent pas au financement de la création dans notre pays. Et donc, pour la première fois, eh bien, toutes ces nouvelles plateformes qui existent dans notre pays, vont participer à ce financement-là. Et ça, c'est essentiel. Parce que l'idée, c'est aussi qu'on puisse continuer à produire dans notre pays des idées neuves, qu'on puisse produire des films, qu'on puisse produire de l'audiovisuel. Et ça, je pense que c'est essentiel pour les Français. Puis on va aussi rénover l'audiovisuel public avec une entité unique qui va venir chapeauter quelque part à la fois France Télévisions, Radio France, l'INA, et pour plus de clarté et pour plus de synergie au sein de l'audiovisuel public. Merci beaucoup Aurore Bergé d'avoir été avec nous ce matin, député des Yvelines, porte-parole de La République En Marche. Lundi, à votre place, ce sera Yannick Jadot, député européen, Europe Écologie Les Verts. Et c'est maintenant l'heure du Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, vous présente le Club des Territoires. Et bonjour Cécile Sixou, avant de vous accueillir, le Club des Territoires, c'est en partenariat avec la presse quotidienne régionale, avec les télévisions locales de France et avec les Indés Radio. Avant de recevoir nos journalistes, je vais d'abord vous donner le menu du Club des Territoires. Avec la bande, nous parlerons de la réforme des retraites. Emmanuel Macron qui était hier soir en débat à Rodez pour lancer cette concertation citoyenne. Et puis nous parlerons également de l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. On fera notamment un point
sur place 8 jours après. Où en est-on? Mais vous le savez, à cette heure-ci, dans le Club des Territoires, eh bien, c'est l'heure de Ça se passe chez vous, notre reportage en région. Et cette semaine, eh bien, on l'a vu, nous étions dans les Pyrénées-Atlantiques. On a suivi vos reportages, Cécile Cixous, avec Sandra Cerqueira. On a parlé d'immigration, puisqu'un débat aura lieu au Parlement la semaine prochaine. Je vais y arriver, Cécile, on va y arriver. Depuis un an, on l'a vu dans vos reportages toute la semaine, il y a eu un afflux de migrants dans le Pays Basque. On l'a vu toute la semaine, comment les collectivités ont été impactées? Alors il y a 2 collectivités principalement qui ont été impactées. Il y a le département des Pyrénées-Atlantiques et la ville de Bayonne. Alors le département d'abord parce qu'il s'occupe des mineurs non accompagnés, c'est les migrants de moins de 18 ans. Et quand la route migratoire espagnole s'est ouverte, ils ont vu leur nombre exploser. Ils sont passés de 79 en 2016 à 400 en 2018. Donc cette explosion, ça a eu 2 conséquences pour le département. 1, ça lui a coûté cher, et 2, ça a réduit les places et la prise en charge des autres mineurs dont il s'occupe, c'est les mineurs en danger, ceux qui sont séparés de leur famille. C'est en tout cas ce que nous a expliqué Annick Trundaï. Elle est élue au département en charge de la famille et de l'enfance. On l'écoute. Avec l'afflux important de mineurs non accompagnés, il a fallu réfléchir vite et créer des dispositifs très vite pour pouvoir accueillir et à la fois les mineurs non accompagnés et à la fois les mineurs du département qui avaient besoin d'être accueillis dans ces foyers, dans ces maisons d'enfants à caractère social. Et Cécile, l'autre collectivité qui a été impactée, c'est la mairie de Bayonne. Oui, la mairie de Bayonne, elle a fait le choix d'accueillir dignement ces migrants et du coup, ça génère des dépenses imprévues. Alors je vous explique, en juillet 2018, quand la ville c'est devenu un lieu de passage pour les migrants. Chaque jour, il y avait des dizaines de migrants dans la ville. Du coup, les associations ont mis la pression sur la mairie pour trouver une solution assez rapidement. Et le maire a prêté un local. Et ce local, qui devait être une solution ponctuelle, c'est devenu un centre d'accueil qui coûte aujourd'hui 70 000 € par mois à la mairie. Du coup, la mairie a demandé une aide de l'État. Et alors, qu'a répondu l'État? Alors, j'ai contacté la préfecture des Pyrénées-Atlantiques hier, qui m'a répondu, je cite, qu'il n'est pas envisageable de prendre en charge des dépenses qui correspondent à un choix assumé d'une collectivité territoriale. En d'autres termes, vous avez voulu ce centre d'accueil, débrouillez-vous. C'est une réponse qui n'a pas étonné les acteurs locaux, étant donné la volonté du gouvernement de durcir la politique migratoire. Eh bien, merci beaucoup, Cécile Cixous. Vos reportages sont à revoir sur le site internet de Public Sénat. Vous étiez donc toute la semaine dans les Pyrénées-Atlantiques avec Sandra Cerqueira. Merci, Cécile. La semaine prochaine, ça se passe chez vous. On suivra la question du logement étudiant, des problématiques que ça pose, de la rentrée universitaire. Ce sera donc à suivre toute la semaine prochaine. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre bande de journalistes. Au menu du club aujourd'hui, je vous le disais, 3 thèmes. L'avenir du transport aérien, puisqu'un rapport sénatorial a été rendu hier sur le sujet, transport aérien, aménagement du territoire. On va en parler. On sera également à Rouen pour parler des suites de l'incendie de l'usine Lubrizol. Un point, 8 jours après cet incendie, alors que l'inquiétude sur place est toujours vive. Mais nous allons commencer avec la réforme des retraites. Vous le savez, Emmanuel Macron a lancé hier la concertation citoyenne sur ce sujet. C'était à Rodez. On va voir un extrait du débat entre Emmanuel Macron et les Français. On a aujourd'hui 42 régimes de retraite. 42. Et c'est le fruit de notre histoire. Il y a eu à chaque fois des bonnes justifications pour en créer. Mais on a créé des régimes particuliers pour les fonctionnaires, qui ne sont pas les mêmes que pour les salariés, pour le monde agricole, puis pour des catégories spéciales, parce qu'il y avait des conditions de difficulté du travail, etc. Il ne faut pas aborder cette question en reprochant aux gens qui aujourd'hui sont dans ces catégories ce système. C'est le fruit de notre histoire. C'est qu'à un moment, on a trouvé ça légitime. Simplement, on se retrouve dans une situation où le système n'est plus universel, puisque vous avez 42 régimes, c'est 42 catégories. Et ces 42 catégories, elles ont créé leur propre déséquilibre, ce qui fait que ça marche bien tant que l'équilibre démographique existe au sein de la catégorie, puis quand le déséquilibre se fait, à chaque fois on appelle quoi? La solidarité nationale. Donc le système, il n'est plus transparent pour personne, il ne tient plus, et il n'est plus tout à fait juste, parce que les métiers se sont développés, et les différences qui existent entre ces régimes, elles ne sont plus tout à fait justifiées. C'est pourquoi le système dans lequel, c'était l'engagement que j'ai pris devant vous, je voudrais qu'on puisse entrer, c'est un système, comme je l'ai dit, qui reste un système universel, et de solidarité et de répartition. C'est-à-dire, c'est toujours
les actifs qui payent pour les retraités. Je ne veux pas d'un système où on paye chacun sa retraite pour soi. Ça crée des inégalités. 2, c'est un système où on acquiert des droits à la retraite, non pas par des trimestres cotisés, mais par des points. Et les points, en quelque sorte, on les achète, c'est l'équivalent par les cotisations aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là beaucoup plus transparent, parce que la règle des trimestres aujourd'hui n'est pas transparente, parce que les règles ne sont pas les mêmes entre ces régimes. Et donc c'est d'unifier un même système où, quel que soit votre secteur d'activité ou autre, chaque point que vous cotisez, que vous achetez, vous donne les mêmes droits quand vous arriverez à la retraite. Et on va parler de cette réforme des retraites avec vous, messieurs. Bonjour, Robert Jules de la Tribune, Jean-Baptiste Forêt de la Gazette des Communes, Arnaud Benedetti, la revue politique et parlementaire. Et Quentin, vous êtes toujours avec nous. On a vu Emmanuel Macron lancer cette concertation citoyenne. Arnaud Benedetti, on est parti pour le grand débat saison 2 ? Oui, c'est ce que j'allais dire exactement. C'est le grand débat saison 2, sauf qu'il essaye de déminer sur un sujet dont on sait très bien qu'il est particulièrement, non seulement anxiogène, mais polémique et conflictuel. Moi, j'ai l'impression qu'il fait de l'accompagnement du changement, c'est-à-dire qu'il a une feuille de route quand même clairement dans sa tête. Il essaye d'insérer d'une certaine façon les partenaires et les Français dans un processus qu'il appelle de ses voeux, qui est celui de la codécision. La difficulté, c'est qu'il est aujourd'hui confronté malgré tout à un terrain social qui est encore extrêmement mouvant et on voit qu'un certain nombre de forces sont en train de se mobiliser, mais il joue le temps. Il joue le temps, c'est-à-dire que manifestement, il pense que le temps va permettre quelque part à la fois de rassurer et d'éteindre les foyers potentiels de conflits sociaux. Je rappelle qu'en Suède, je crois qu'on a mis 10 ans pour accéder à un régime tel que celui qu'on essaye d'imaginer en France. Donc bon, je pense que le président ne mettra pas 10 ans, il veut 10 mois apparemment, ce qui est un peu différent. Mais en tout cas, c'est manifestement la stratégie du temps pour déminer. Robert Jules. Oui, alors il y a la méthode. Le président adore ce format où il y a comme une sorte d'effet de performance pratiquement sportive, puisqu'il va rester plusieurs heures comme ça à tenir l'argumentaire. Par ailleurs, il y a une sorte de cours magistral où il s'agit de rendre raisonnables un peu les arguments et de déminer quand même une réforme qui concerne tout le monde et où il y a beaucoup de dangers, notamment ce que disait Arnaud sur l'aspect social. Jean-Baptiste Forêt, sur la méthode, il faut dire que ça avait bien marché avec les maires, cette formule du grand débat. Oui, alors avec les maires, il était plutôt dans une étape de plaine. C'était quand même assez tranquille. Il parlait. Là, il attaque la montagne. Ouais, là, il attaque vraiment le Tourmalet, donc ça va être très difficile. Et le but du jeu, c'est d'enjamber la montagne, c'est-à-dire d'arriver après les municipales à peu près indemnes. Donc il essaye un peu de gagner du temps parce qu'il n'y a vraiment rien eu de neuf hier dans son intervention à Rodez. Ouais, ça va. Est-ce que ça va, cet effort de pédagogie, ça va permettre de calmer les contestations sur cette réforme, Arnaud Benedetti, ou pas ? En d'autres termes, il veut montrer qu'il a aussi changé. C'est-à-dire que par rapport au tout début du mandat, où on avait l'impression d'avoir un bulldozer qui avançait sans véritablement se lancer dans un dialogue avec les corps intermédiaires, aujourd'hui, la crise des Gilets jaunes l'a infléchi, en tout cas dans sa communication. C'est un infléchissement en matière de communication, ça c'est évident. Ensuite, est-ce que c'est un infléchissement en matière de volonté réformiste ? C'est une question qu'il faut se poser. Moi, je pense que le vrai sujet est là, c'est-à-dire est-ce qu'on est face à Emmanuel Macron qui aujourd'hui est rentré dans une attitude de prudence qui fait que le train de réforme promis ira peut-être moins vite, voire n'ira pas du tout. Il va être jugé, la question. Est-ce que sa capacité réformatrice, elle va être jugée à l'aune de cette réforme des retraites ? Clairement, oui. En tout cas, par une partie de l'électorat, notamment l'électorat le plus libéral et à la limite l'électorat de centre-droit, il sera jugé là-dessus. Donc je pense que c'est pour lui en effet un rite de passage qui est absolument essentiel. Oui, il veut faire de cette réforme une démarche juste, c'est-à-dire notamment par rapport aux régimes spéciaux. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on ne connaît rien sur ce qu'est le véritable projet de réforme. Comme dans toute réforme, il y a des gagnants et des perdants. Évidemment, le but étant qu'il y ait un maximum de gagnants et un minimum de perdants. Cela dit, il va y avoir de toute façon une contestation parce qu'un certain nombre de gens qui savent très bien qu'ils vont perdre vont s'opposer de toute manière à cette réforme. Elle est inévitable, la contestation, Jean-Baptiste Forêt ? Oui, le risque pour Emmanuel Macron, c'est effectivement une coagulation des risques. Il y a une avocate hier qui lui a posé une question. C'est que le régime des avocats est très excédentaire, donc ils ne veulent pas forcément partager le gâteau. Il a dit les avocats seront les agriculteurs de demain. Alors, bon, je ne suis pas totalement certain de cette
cette prévision, mais il veut mettre tout le monde dans le même bateau, c'est son pari. Oui, sur les régimes spéciaux des professions libérales, c'est un vrai sujet politique pour lui, parce que c'est quand même une sociologie qui ne lui est pas totalement défavorable sur le plan électoral et sur le plan politique. Donc là, il prend manifestement un risque qui est, in fine, de permettre à un moment donné des catégories socioprofessionnelles qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts de se retrouver dans un mouvement social. Et ça, il le sait, mais manifestement, on voit bien que sur les avocats, c'est assez surprenant. C'est peut-être d'ailleurs la seule, finalement, révélation de ce débat hier à Rodez qui me paraît important, c'est qu'il a dit que ça bougerait, alors qu'on sentait depuis quelques jours qu'on allait plutôt lâcher du lest là-dessus. En tout cas, manifestement, du côté, par exemple, du MoDem, on l'incitait à lâcher du lest, ce qui ne semble pas aujourd'hui être le cas. Donc là, il y a une petite prise de risque qui n'est pas négligeable de la part du président de la République. Robert Gilles. Oui, c'est un point qui est très important. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il doit déminer en permanence toute contestation. Et on est quand même dans une conjoncture où les Gilets jaunes, même si le mouvement s'essouffle, il est prêt à renaître. Donc par rapport à ça, il doit, dans un contexte aussi électoral, puisque quand même les municipales, il va aller sur le terrain, mouiller la chemise. Je pense quand même qu'il y a surtout une opération de communication par rapport à ça. Arnaud Benedetti, Emmanuel Macron l'a dit hier à Rodez, il a voulu tenir un discours de vérité. On ne va pas se mentir, il va falloir cotiser plus longtemps. Est-ce que, malgré ce discours de vérité, il n'y a pas une ambiguïté? Pourquoi le gouvernement ne dit pas clairement qu'il va falloir repousser l'âge de départ à la retraite? Parce que c'est une ligne jaune dont on sait très bien qu'elle est éminemment transgressive et qu'elle risque de mettre le feu aux poudres. C'est tout. Vous savez, la politique, c'est des symboles aussi. Donc, à un moment donné, il faut savoir respecter les symboles pour essayer, à un moment donné, et c'est toute la difficulté de l'exercice pour lui, c'est à la fois de tenir un discours de vérité sans trop bouger les symboles auxquels les Français sont particulièrement attachés et auxquels un certain nombre de catégories socioprofessionnelles sont particulièrement attachées. Donc, l'exercice est éminemment périlleux. Donc, il faut dire la vérité sans trop inquiéter. Il a tenu plutôt un discours de vérité sur la démographie qui aujourd'hui nécessite manifestement de faire bouger les lignes. Le problème, c'est que sur l'âge légal de la retraite, on sait très bien qu'il s'agit, encore une fois, de quelque chose, d'une référence qui est essentielle, presque dans l'imaginaire même des Français. La politique, c'est beaucoup d'imaginaire aussi, et donc là-dessus, il essaye, et de toute façon, c'était un engagement qu'il avait pris, faut-il s'en souvenir, lors de la campagne présidentielle. Alors effectivement, mais il y a aussi la question de la méthode qui va se poser dans cette réforme, parce que est-ce qu'il va pouvoir multiplier comme ça les grands oraux devant les Français? Ça s'est un peu réchauffé quand même hier. On se souvient qu'il a quand même parlé 96 heures devant les maires. Là, on avait un peu l'impression d'une éternelle tournée des adieux. On pensait à Charles Aznavour. Enfin, il n'a pas eu tout le même âge, mais c'était un peu de cet ordre-là. Enfin, manifestement, il y a un problème quand même de forme. Il joue effectivement le discours de la vérité un peu à la Pierre Mendès France. Mais bon, au bout d'un moment, les Français risquent de se lasser un peu. Arnaud, et après. Oui, il y a une prise de risque en plus, c'est que le président de la République doit-il se surexposer autant sur ce dossier? Après tout, il a un Premier ministre qui pourrait aussi, d'une certaine façon, être aux avant-postes. Donc là, en l'occurrence, cette surexposition peut à un moment donné... Alors, Emmanuel Macron, il sait que cette réforme est explosive. Parce que c'est une réforme qui est pour lui, disons, matricielle pour montrer justement qu'il est un vrai réformiste, donc il s'y engage pleinement. Et puis je pense que c'est sa nature d'être en première ligne sur ce type de dossier. Mais encore une fois, dans une société française où tout remonte très rapidement au président de la République et avec une société qui est extrêmement irruptive, il y a là aussi une prise de risque de la part d'Emmanuel Macron. Oui, comme je disais tout à l'heure, de toute façon, il aime cet exercice, il veut aller sur le terrain, il veut vraiment montrer qu'il mouille la chemise par rapport à cette réforme qui est évidemment la réforme des réformes. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il prend le risque aussi, à force d'aller sur le terrain en utilisant cette méthode, d'user son capital, j'allais dire, de communication. Allez, on va le voir avec vous, Quentin, que ce débat sur la réforme des retraites, il a fait réagir sur les réseaux sociaux. Oui, alors je ne sais pas si c'est le capital qui est déjà usé, mais on n'a trouvé qu'un seul tweet de sénateur. Alors peut-être que c'est les 96 heures. Il n'a pas fait réagir les sénateurs. Non, il y a eu peut-être trop d'heures de débat avec les maires, mais en tout cas, on a trouvé un tweet. C'est celui d'Esther Benbassa qui siège
à la gauche de l'hémicycle et qu'elle était devant sa télé. Et je ne vais pas vous surprendre, elle n'a pas du tout été convaincue par la prestation du chef de l'État. Elle dit, le débat selon Emmanuel Macron, je cause, tu écoutes, c'est bon pour toi, je te le dis, et on bougera surtout pas. Voici la méthode Macron. Et donc, on le voit, la gauche de la gauche qui s'apprête à sans doute montrer les muscles sur cette réforme des retraites. Bon, pas beaucoup de réactions. Alors, on va peut-être passer à un autre sujet. Oui, Rouen. Exactement. Non, d'abord, on va parler de la préfecture de police de Paris, puisque là, les sénateurs hier ont mis énormément de messages. Tous ont voulu dire leur émotion face au drame qui s'est passé sur l'île de la Cité. Regardez, on a mis par exemple le message de Vincent Capo-Canelas ou celui de Victoire Jasmin sur ces messages, et ils disent leur solidarité avec les policiers, et bien sûr, ils rappellent qu'ils sont absolument solidaires avec les forces de l'ordre. Et je voulais vous montrer un second message sur ce sujet, c'est celui de Marie-Pierre de la Gontrie. On voit qu'elle a pu dire dans l'hémicycle qu'effectivement, il fallait absolument être solidaire avec les policiers. Et donc, ils ont interrompu leurs travaux hier en séance pour marquer un hommage à ce qui s'est passé dans la préfecture. Voilà, pour ces tweets, bien sûr, sur ce drame à la préfecture de police de Paris. Et autre actualité, on le disait, c'est l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. Voilà, et là-dessus, forcément, les sénateurs ont beaucoup tweeté également toute la semaine. Je voulais commencer par vous montrer un message d'une sénatrice du département concerné. Vous allez le voir, c'est celui de Céline Brulin, qui est élue effectivement à Rouen et qui a montré une photo d'une réunion avec les représentants notamment du monde agricole qui était reçue par le préfet. Et donc, on le voit, les sénateurs qui sont particulièrement interrogatifs sur la gestion de ce drame. Martine Filleul, elle a demandé à ce que ce soit tous les sites Céveso du département du Nord qui soient comme cela recensés. Donc on le voit, le drame de Rouen, il a aussi marqué comme ça une inquiétude dans de nombreux départements. Et on en vient au troisième moment dans cette semaine où les sénateurs, ils ont tout simplement mis en place cette commission d'enquête sur l'accident de Lubrizol. Elle sera annoncée la semaine prochaine, mais donc c'est Hervé Moret qui l'a tweeté. Il a dit: le Sénat créera la semaine prochaine une commission d'enquête sur l'accident de Lubrizol. Toute la lumière doit être faite sur cette catastrophe. Au-delà, nous examinerons la situation des 1300 sites Céveso et les évolutions à apporter à son cadre juridique. Les sénateurs n'entendent pas simplement enquêter sur ce qui s'est passé à Rouen, parce que de toute façon c'est la justice qui doit le faire, mais il entend poser plus largement la question des sites Céveso. Merci beaucoup Quentin pour ce résumé des tweets sur l'incendie de Rouen. On va tenter d'aller à Rouen justement, retrouver notre confrère de Paris-Normandie. Bonjour Thierry Rabillet. Bonjour. Bonjour, vous êtes le rédacteur en chef de Paris-Normandie. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Thierry, on le voit, 8 jours après cet incendie à l'usine Lubrizol, l'inquiétude est toujours vive sur place. Oui, elle n'est pas encore. Toutes les questions n'ont pas trouvé leur réponse. Donc, effectivement, dans la population, c'est toujours une partie de l'inquiétude. Les avocats du barreau de Rouen, par exemple, ont ouvert des permanences gratuites à la maison de l'avocat en plein centre-ville. Hier, ils ont reçu une trentaine de personnes. Ce sont souvent des gens qui ont reçu chez eux des débris de fibrociment, des suies qui se sont déposées sur leur toit, sur leur pelouse, sur leur terrasse. Et les gens veulent savoir quelle démarche suivre pour avoir des indemnisations. Il y a des experts de leur propre assurance qui refusent de se déplacer. Donc, faut-il déposer plainte contre X, déposer plainte directement contre Lubrizol? Donc, la bonne réponse, c'est déposer plainte contre X, puisque l'enquête n'est pas terminée, elle vient juste de débuter. Donc, on ne connaît pas encore les responsables de cet incendie. Donc, déposer plainte contre Lubrizol aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Donc, c'est la plainte contre X qu'il faut déposer. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on est toujours dans la recherche de questions, alors que le site n'est toujours pas totalement dépollué. Les opérations ont juste démarré depuis hier sur les fûts qui ont été endommagés, qui commencent à sortir du site. Une bâche devrait être installée, une bâche étanche, afin d'empêcher les fumées de continuer à se répandre dans l'atmosphère. Tout ça n'est pas encore fait. Donc, vous voyez, 8 jours après, l'incendie est toujours présent dans cette ville de Rouen, qui vit toujours sous le traumatisme de ce qui s'est passé le 26 septembre dernier. Est-ce que vous avez encore des séquelles de cet incendie? On dit que selon les vents, les odeurs sont encore très fortes sur place. Ah, c'est totalement vrai. La rédaction de Paris-Normandie se situe à quelques centaines de mètres de l'usine Lubrizol. Et ce matin, sur le parking, on ressentait fortement encore des odeurs d'hydrocarbures. Et en fonction des vents, s'ils sont du côté orienté nord ou orienté sud, effectivement, les quartiers ne sont impactés de façon différente. Hier,
c'était les quartiers sud qui étaient impactés par les vents qui soufflaient de leur côté. Donc, les habitants ressentaient de fortes odeurs encore d'hydrocarbures. Aujourd'hui, les vents sont réorientés nord comme aux premières heures de l'incendie. Et donc, on ressent effectivement des odeurs olfactivement. C'est très difficile à supporter dans les maisons, dans les espaces confinés, notamment dans les classes, où des élèves sont sortis des classes car l'odeur était trop forte pendant une journée entière à supporter ces odeurs-là. Donc oui, on ressent encore l'effet de l'incendie du 26 septembre. On imagine que ce n'est pas de nature à rassurer, évidemment, sur place, le fait que ces odeurs soient encore présentes. Est-ce qu'il y a chez les habitants le sentiment qu'on leur cache une partie de la vérité ou pas ? Vous en avez parlé tout à l'heure pendant l'émission, il y a une défiance généralisée de la parole publique. Donc, le préfet et ses services ont beau faire des points quotidiens. Tous les jours, il y a une conférence de presse qui est organisée à la préfecture à Rouen, où le préfet donne les résultats des dernières analyses. Donc, on a parlé des dioxines, de l'hydrogène sulfuré dans l'air. Donc, il donne à chaque fois les taux, les quantités. Mais à chaque fois, les gens s'interrogent, se demandent si les dioxines sont dangereuses. Est-ce que les dioxines sont dangereuses lorsqu'elles sont dans l'air? Est-ce que sont dangereuses réellement en fait quand elles intègrent des aliments? Donc on se souvient du poulet à dioxine, le lait à la dioxine. Donc il faut justement expliquer aux gens que justement les toxines qui ont été libérées dans l'atmosphère sont dangereuses si on les ingère plutôt qu'on les inhale. Donc toutes ces choses-là, il faut les expliquer, il faut faire de la pédagogie, et c'est très compliqué en fait de voir les gens qui s'interrogent. Les gens ont des questions totalement différentes. Donc le rôle de la presse, des médias sérieux comme Paris Normandie, et c'est d'expliquer aux gens justement de faire le vrai du faux, de décrypter chaque jour les données qui sont compliquées à décrypter, comme le deuxième jour lorsqu'on reçoit 460 fiches techniques de produits et que même un ingénieur en chimie m'avait plusieurs jours, plusieurs heures à décrypter. Comment voulez-vous que des habitants qui vivent sous la menace de ce nuage puissent être rassurés? C'est impossible. Dernière question, Thierry Rabillet. Est-ce que les habitants attendent un signal fort de l'État? Est-ce qu'ils souhaitent la venue du président de la République sur place? C'est réclamé par de nombreux parlementaires. Hervé Morin, sur votre antenne, l'a réclamé. D'autres parlementaires ont demandé effectivement la venue d'Hervé Morin. Bien sûr, les députés de La République En Marche indiquent, eux, de leur côté, comme Aurore Bergé l'a fait tout à l'heure sur votre plateau, que 6 ministres sont venus, que le Premier ministre est venu. Donc, on va dire, entre guillemets, ça suffit, quoi. Pourquoi Emmanuel Macron viendrait en plus à Rouen pour expliquer la même chose que ses ministres? Mais effectivement, la présence, un peu de compassion, peut-être une présence du président de la République permettrait aux habitants de Rouen d'être considérés, de ne pas être considérés comme des sous-habitants uniquement parce qu'il n'y a pas eu de victime. Il faut bien le rappeler quand même, dans cet incendie, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort. Donc peut-être effectivement, ça explique la non-présence d'Emmanuel Macron depuis le 26 septembre sur le territoire de Rouen. Eh bien, merci beaucoup. Merci Thierry Rabillet pour toutes ces informations. Merci de nous avoir fait un point en direct de Rouen sur les conséquences de cet incendie de l'usine Lubrizol, 8 jours après les faits. Merci Thierry Rabillet. On l'a entendu, Arnaud Benedetti, forcément l'inquiétude est encore vive sur place. Un besoin d'information, un besoin de vérité, toujours cette défiance finalement envers les autorités. Oui, parce que c'est une défiance générale aujourd'hui. C'est-à-dire que, d'ailleurs, vous regardez le baromètre chaque année qui est publié par le CEVIPOF, le Centre d'études sur la vie politique et l'opinion de Sciences Po et du CNRS, vous constatez une défiance qui ne cesse de grandir devant toute parole institutionnelle. Et donc, la parole institutionnelle est rendue encore plus difficilement audible dans un contexte de crise comme celui-ci. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui étonne le plus justement dans la communication gouvernementale, parce qu'ils sont suffisamment expérimentés pour savoir aujourd'hui cette défiance qui existe dans les institutions et qu'elle est un obstacle considérable dans toute forme de communication et notamment de communication de crise. Il y a un deuxième aspect qui est très important, c'est la question de l'expertise. Parce que, in fine, qu'est-ce que ça relève? Qu'est-ce que ça nous dit? Et les déclarations de la ministre de la Santé sont intéressantes. La ministre de la Santé a dit une chose, elle a dit une chose qui est très vraie scientifiquement, c'est qu'aujourd'hui on n'est pas en mesure de savoir les effets que peuvent produire le mélange de ces produits. Ça veut dire que le statut de l'expertise, c'est un statut qui est un statut du doute, un statut de l'hypothèse, un statut d'une temporalité différente des besoins de l'opinion qui expriment des besoins de réponse immédiate. Et les politiques sont pris, en fait, quels qu'ils soient et quelles que soient les majorités, entre la pression de l'opinion publique, d'un côté, qui est tout à fait légitime, et de l'autre côté, la difficulté que les experts, que les scientifiques ont à produire à un moment donné
des réponses qui soient des réponses rapides pour justement calmer d'une certaine manière les inquiétudes de l'opinion publique. Et donc on est dans ce schéma-là, ce qui rend encore plus difficile la communication de crise. Oui, il y a une asymétrie entre le fait de devoir subir une pollution dont on ne sait rien, donc évidemment il y a de quoi paniquer, et puis ensuite le temps de l'analyse pour voir de quoi il retourne. Je rappelle quand même que ce n'est pas tellement le poison qui tue, c'est la dose. Donc en définitive, les gens se disent est-ce que ce que je respire va me tuer ou pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un aspect sur lequel on n'insiste pas assez, c'est la prévention. Je ferai le parallèle avec ce qui se passe au Japon, qui est donc un endroit où il y a beaucoup de tremblements de terre. Et en fait, la population est habituée à faire des exercices de prévention au cas où. Et si on faisait ça sur les sites Seveso, c'est-à-dire quand il se passe un accident, les gens sauraient quoi faire. Parce que là, dans un premier temps, on voulait évacuer la ville, ce qui pose quand même des problèmes de logistique incroyables. Un hôpital, ça se déménage pas comme ça du jour au lendemain. Et Thierry le rappelait, il n'y a pas eu de mort pour le moment, ni de graves blessés. Donc on est plutôt aujourd'hui dans la nécessité de devoir avoir de l'information. Bien justement, puisque vous parlez de la gestion de ces sites Seveso, le Sénat va probablement lancer une commission d'enquête parlementaire la semaine prochaine sur la gestion de ces sites Seveso. On fait le point avec Flora Sauvage. Une commission d'enquête pour tenter de comprendre ce qui s'est passé dans l'usine Lubrizol de Rouen le 26 septembre doit voir le jour la semaine prochaine au Sénat. 7 jours après l'incendie de l'usine chimique, l'origine du feu reste à découvrir. Et de nombreuses questions demeurent sur les conséquences sanitaires et environnementales. Je souhaite que cette commission enquête d'abord sur la manière dont a été gérée la crise et l'accident chez Lubrizol à Rouen. Je pense qu'il faut aussi examiner la connaissance qu'on a sur ce qui se passe dans les sites Seveso. Moi, je suis par exemple très interrogative sur ce que nous dit la ministre de l'Environnement, qui nous dit qu'on n'avait pas connaissance de ce qu'il y avait dans l'entreprise. Si la préfecture a publié la liste des 479 produits chimiques qui étaient entreposés dans l'usine, le gouvernement a reconnu que personne ne sait exactement ce que donnent ces produits mélangés lorsqu'ils brûlent. Moi, j'accueille favorablement les demandes à la fois de missions d'information et de commissions d'enquête. Les premières analyses ont commencé sur les choses les plus évidentes, l'amiante en particulier. Les analyses sur les dioxines ont été lancées. Et puis, il y a eu une question à laquelle on a besoin d'expertise pour répondre, qui est ce qu'on appelle l'effet cocktail. C'est-à-dire, quand on fait brûler plusieurs produits dangereux, est-ce que ça crée des molécules particulières qu'il faut aller rechercher dans l'air, dans les suies qui sont retombées sur le sol? Au Sénat, la commission d'enquête est réclamée par différents groupes politiques, LR, socialistes, centristes et communistes, et plusieurs commissions permanentes. Les travaux de cette commission d'enquête pourraient s'élargir à la réglementation, la prévention des risques et les dispositifs d'alerte qui encadrent les sites industriels classés Seveso. Le gouvernement, les experts eux-mêmes, n'ont pas réponse à toutes les questions. Et c'est la raison pour laquelle faire la lumière, ça passe aussi par le rôle du Parlement, par le rôle du Sénat, quand nous décidons ici de faire une commission d'enquête, nous voulons apporter une contribution avec le recul qui est le nôtre, avec cette capacité d'indépendance dans l'étude du phénomène. La commission d'enquête sera mise en place pour une durée maximale de 6 mois. Tous les groupes politiques seront représentés. Jean-Baptiste Forêt, c'est un bon moyen pour connaître la vérité, cette commission d'enquête, et puis pour améliorer à l'avenir d'éventuels autres accidents. Oui, tout à fait, parce qu'on voit qu'une vague d'émotions aujourd'hui se crée dans la suite de ce qui se passe à Rouen. On a 1300 sites Seveso, c'est peur sur la ville, dans un certain nombre de localités. Je pense à Dunkerque, par exemple. Dans le secteur de Dunkerque, on a une quinzaine de sites Seveso, c'est-à-dire des raffineries, une usine de métallurgie et même une centrale nucléaire. Donc ça pose quand même un certain nombre de questions, notamment pour les élus locaux dans leur rapport à la population. On sait que la population ne veut plus d'usines de ce type-là. C'est le fameux principe not in my backyard. Mais on a 2 fois moins d'emplois industriels en France, donc c'est vraiment un problème évidemment considérable qui se pose. Allez, on va passer au dernier thème de ce club, les petites lignes, puisqu'un rapport sénatorial sur les transports aériens et l'aménagement du territoire a été rendu hier. Les sénateurs qui alertent sur la possible disparition des lignes intérieures. Elle ne serait pas sans conséquence, cette disparition sur les territoires et la survie des territoires enclavés. On va écouter la rapporteure de cette mission d'information, la sénatrice du Cantal, Josiane Costes.
On est à 1h30 de la première autoroute, surtout avec le 80 km/h. On a pris encore 10 minutes de plus. Donc évidemment, nos entreprises, si nous n'avions pas la desserte aérienne, ne pourraient pas rester dans le Cantal, elles partiraient. Et donc nous serions un département sans activité, un département où on viendrait passer quelques vacances pour les gens qui cherchent de la tranquillité. Mais c'est pas ce que nous voulons. Si on n'a plus le transport aérien, on est assigné à résidence. Et nous ne l'acceptons pas. Arnaud Benedetti, on est un peu dans une période de dénigrement de l'avion pour des questions écologiques et notamment sur ces lignes intérieures qui sont remises en question. Et finalement, les sénateurs disent que c'est un outil vital d'aménagement du territoire. Ils ont raison ? Ils ont vraisemblablement raison, mais en fait, il y a 3 sujets. Il y a la rentabilité économique de ces lignes, d'abord, quand même, qui se pose aussi. Deuxième sujet, vous voyez bien que la préoccupation, en effet, environnementale fait qu'aujourd'hui, l'avion est plus ou moins stigmatisé, même beaucoup plus stigmatisé, et donc est considéré comme un moyen de transport polluant. Le problème, c'est qu'en effet, la question de la mobilité, elle est absolument essentielle pour ces zones qui sont des zones périphériques. Elle a été d'ailleurs à l'origine de la crise des Gilets jaunes. Alors là, c'est pas tout à fait le même type de catégorie que ça touche, puisque les gens qui prennent l'avion en général sont plutôt des chefs d'entreprise, des décideurs qui viennent à Paris pour des réunions. Il y a 19 places de façon. Voilà, c'est des petits avions, mais ils ont vraiment besoin de pouvoir à un moment donné, à partir du moment où le ferroviaire n'est pas, disons, suffisant, ou en tout cas suffisamment rapide pour monter à Paris, ils ont besoin de ce mode de transport. Donc les sénateurs, en effet, mettent le doigt sur un sujet qui est absolument essentiel pour ces zones qui ne peuvent pas être quand même uniquement considérées comme des zones touristiques. Elles le sont forcément, c'est très bien, mais ce sont des zones économiques. Le tourisme étant une activité économique aussi, mais ce sont des zones en effet qui ont besoin de vivre et d'exister. Robert Jules. Oui, je prendrai un exemple, c'est celui de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, il y a un aéroport à Clermont-Ferrand parce qu'il y a Michelin. C'est le seul groupe du 440 qui a son siège en région. Et là, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que les gens ont besoin d'un aéroport parce que les cadres de Michelin doivent bouger à l'étranger et ils passent par Paris pour pouvoir se déplacer. Mais la population de Clermont-Ferrand bénéficie de cet aéroport puisque quelqu'un qui veut partir aux États-Unis va pouvoir utiliser l'avion plutôt que le train. Par exemple, ce qui est aussi intéressant, c'est la problématique sur Marseille. La plupart des gens qui prennent l'avion à Marseille, alors qu'il y a un TGV qui nous met à 3 heures de Paris, ce sont des gens qui veulent passer par Roissy parce qu'ensuite ils sont en correspondance pour partir à l'étranger. Donc si demain on réduit ces infrastructures d'aéroport, on se prive quand même d'un certain segment de déplacement qui rend quand même le fait qu'en province on puisse partir à l'étranger de manière assez facile. Juste pour dire que ce sera un des sujets du PLF qui arrive au Parlement bientôt, parce que c'est la taxe carbone sur les billets d'avion qui inquiète ces sénateurs, ces petites lignes. Il faut les exempter de cette taxe carbone. Et visiblement, ils ont eu des assurances, des gages d'assurance de la part de la ministre Borne. Jean-Baptiste Forêt, dans ce rapport, il est dit qu'il y a 1 million de Français qui vivent à plus de 45 minutes d'une gare, d'un aérodrome ou d'une autoroute. Pour ces territoires, ces lignes intérieures, elles sont indispensables. Oui, tout à fait. On voit que ces petites lignes se situent souvent dans ce qu'on appelle la diagonale du vide, entre les Ardennes et le Pays Basque. Donc, c'est très important. Ce sont des lignes qui vivent sous perfusion publique. 68 € par vol. Ça interroge quand même sur l'usage de l'argent public et aussi sur la stratégie peut-être du gouvernement, parce que c'est-à-dire qu'en ce moment, on a tendance à privatiser les profits. On pense à la vente dans le secteur aérien d'Aéroports de Paris. Et là, on socialise les pertes avec ces petites lignes. Eh bien, on va finir sur la revue de presse de Quentin Calmet. C'est à vous, Quentin. Et on commence avec l'Est éclair. Voilà, l'Est éclair, le journal basé à Troyes qui revient sur ce titre, La police touchée au cœur, avec cette photo prise sur le pont au Change. On voit derrière la conciergerie. C'est bien le cœur de Paris et aussi le cœur de la police, car la préfecture, c'est le quartier général des policiers, surtout à Paris. Et on enchaîne avec l'éclair des Pyrénées. Voilà, avec ce vent de colère cette semaine, on a vu la colère des policiers, l'éclair des Pyrénées qui revient sur la colère des pompiers avec ce titre, le dernier avertissement, et cette photo qu'on a trouvée assez forte avec ces pompiers qui se sont introduits, qui ont fait irruption hier pendant le conseil d'administration du SDIS. Le ton est monté, nous dit le quotidien, mais donc les pompiers sont attendus à Paris le 15 octobre pour une grande marche avec des pompiers qui viendront de toute la France. À la une de Centre Presse, Quentin.
Centre Presse, on parle du don du sang avec ce titre, la fracture rurale. Alors pourquoi ce titre? Parce que en fait, dans la Vienne, les donneurs de sang qui sont tous bénévoles, eh bien, ils sont atterrés car il y a de moins en moins de lieux de collecte de sang mobiles. On le sait, hein, il y a des camions qui peuvent passer comme ça dans le département pour récupérer du sang, mais eh bien, l'établissement français du sang doit faire des économies et donc le nombre de lieux de collecte a diminué d'une douzaine déjà depuis le début de l'année et ça a beaucoup ému les donneurs bénévoles. On termine avec un anniversaire? Voilà, très vite hein, pour vous montrer ce numéro, pour les 100 ans de la montagne, on leur souhaite un bon anniversaire. À voir sur leur site une vidéo qui vous montre les coulisses de la rédac, c'est assez bien fichu. Voilà, bon anniversaire la montagne. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Arnaud Benedetti, la revue politique et parlementaire, notre partenaire. On va voir la une de cette revue, la Gazette des communes. Jean-Baptiste Forêt, merci d'avoir été avec nous. Et puis la une de la Tribune, Robert Jules, cette semaine. Merci messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi. L'invité politique, ce sera Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts. On vous souhaite un très bon week-end. Public Sénat, en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, et avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le